Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce nouveau live de No Code for Good. Donc, je suis Angeline, je suis Product Manager, j'accompagne la plateforme No Code for Good et je suis avec Quentin, qui est notre Tech Lead. Bonjour Quentin. Bonjour Angeline. Donc Quentin qui est Product Builder et qui est aussi expert de Software, qui fait des formations sur Software. Bonjour Marion, je crois que tu es la première à nous rejoindre. Bienvenue. Alors, pendant qu'on attend un petit peu qu'on nous rejoigne, je vais rappeler quand même, comme toujours, ce qu'est No Code for Good. Rappeler que No Code for Good est une plateforme qui permet à des projets à impact positif, que ça soit des associations ou des entreprises à impact ou tout simplement des personnes qui ont des idées, d'être en relation avec des buildeuses, avec des builders qui vont pouvoir les aider à réaliser leurs projets avec des outils no-code ou, par exemple, à optimiser leur fonctionnement, à être plus efficace en interne. On a souvent des demandes de type CRM et des automatisations, par exemple. Donc, No Code for Good, je le rappelle, c'est une association sans but lucratif. On est une équipe de 6 bénévoles. Donc, n'hésitez pas à adhérer pour soutenir notre action. Et lors de notre live mensuel, eh bien, on est ravis de pouvoir présenter des exemples de collaborations qui ont eu lieu grâce à la plateforme. Et aujourd'hui, on va avoir un projet un peu inhabituel du fait du profil de la fondatrice. C'est vrai que très souvent, au niveau de la plateforme, on a des projets où on a des personnes qui s'y connaissent pas forcément dans le no-code et qui s'y connaissent pas en gestion de projet informatique, dans ce qu'on appelle le produit. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas avec Belloup et Virginie Kervel. On va pouvoir le voir. Donc, Virginie qui a été accompagnée par Alexandre. Alors, juste avant qu'on aille découvrir tout ça, Quentin, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur les actus? En effet, on a quelques actualités sur No Code for Good cette semaine. Donc déjà, on va avoir l'Assemblée générale de No Code for Good. Donc en parlant d'adhésion, c'est l'événement où les adhérents viennent pour pouvoir voter sur la voie que suivra No Code for Good pour l'année suivante. On va aussi voter sur les changements qu'on veut mettre en place dans l'association. Si jamais vous voulez prendre partie aux décisions de No Code for Good, il faut être adhérent à l'association. Donc il faut aller sur j'ai plus le nom du site. Angeline, si tu peux m'aider sur No Code for Good, tu veux dire sur le site? Non, le site des associations, c'est le site de No Code France. Ah non, tu veux dire Hello Asso? Je suis un peu perdue là, Quentin, sur ce que tu nous parles. Moi aussi, je me perds aussi. Donc c'est sur Hello Asso. Vous pouvez adhérer à No Code for Good sur le site de Hello Asso ou directement aussi depuis notre plateforme de No Code for Good. Oui. Alors ceux qui s'inscrivent, ceux qui adhèrent maintenant ne pourront pas être présents à l'AG de cette année, mais pourront l'être à l'AG de l'année suivante. Donc, si vous êtes adhérent cette année, vous avez dû normalement recevoir un mail de convocation pour préciser si vous êtes présent ou pas. N'oubliez pas d'y répondre. Et je crois que c'est à peu près tout. Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a autre chose? Sinon, l'été approche. Ça veut dire qu'on sera peut-être un peu moins actif au niveau du développement sur la plateforme de No Code for Good. Les bénévoles aussi, ça prend des vacances. Et on passe tout de suite sur la présentation de Belloup, je pense, Angèle. Ouais, super. Donc, on va pouvoir accueillir Virginie et Alexandre. Bonjour. Hello. Bonjour Virginie, bonjour Alexandre. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous rejoindre. Je le dis toujours, hein, c'est vraiment chouette pour nous quand on peut présenter les projets et les no-codeuses et no-codeurs qui se sont rencontrés via la plateforme No Code for Good et que vous pouvez présenter un peu ce qu'a donné votre collaboration, ce que vous avez pu faire ensemble. C'est vraiment intéressant à la fois pour des nouveaux projets qui penseraient confier des missions sur No Code for Good, qui peuvent voir un peu comment ça se passe. Et c'est intéressant également pour les buildeuses et les builders de notre communauté, puisqu'on a toujours plein de cas d'usage extrêmement intéressants. Alors aujourd'hui, c'est vraiment d'un très beau projet.
parler, vraiment un projet comme on aime les soutenir à No Code for Good, puisque Beloop, et tu en diras un peu plus Virginie, mais Beloop, c'est une plateforme qui permet aux parents de s'équiper pour leurs enfants en jeux, en vêtements, etc., mais aussi de partager tout ce qu'ils ont déjà à la maison. Donc, vraiment une solution d'économie circulaire et d'économie tout court, j'ai envie de dire, pour économiser pour son portefeuille et également pour la planète, pour éviter d'acheter tout le temps des trucs neufs et en faisant preuve de solidarité. Donc, un très beau projet qu'on était ravis de pouvoir soutenir à No Code for Good. Alors, avant qu'on aille un peu dans le détail, je vais dire 2 mots peut-être pour vous présenter l'un et l'autre. Alexandre, tu es un builder. On te connaît bien à No Code for Good car tu fais partie de notre communauté solidaire. Tu nous as notamment beaucoup aidé, nous aussi, No Code for Good, en nous aidant sur ce projet de refonte de notre homepage. Donc, tu as pas mal mis les mains dans Softair. Et tu es également en fait, tu proposes aussi des accompagnements, notamment de freelance et de solopreneurs. Alors, peut-être juste avant qu'on y vienne, dire que tu t'es lancé assez vite. En fait, tu as travaillé quelques années dans le marketing et tu t'es lancé assez vite dans les outils no-code. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots comment tu es arrivé, toi, au no-code? Ouais, bien sûr. En fait, moi, donc, j'étais, comme tu dis, pendant 5 ans en CDI chez un éditeur de logiciels SaaS B2B. Et j'avais plusieurs casquettes, donc marketing, sales, customer success. Et en fait, au fur et à mesure de réaliser des tâches répétitives comme générer, envoyer des contrats de maintenance aux clients ou générer des idées, des articles pour le blog de l'entreprise, en fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de créer des systèmes, automatiser ces tâches justement? Et c'est comme ça que je suis tombé sur le no-code, Zapier et Make en particulier à l'époque, et que du coup, j'ai mis un peu le nez dans les outils. Et qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça tout le temps. Et donc, j'ai sauté le pas et je me suis lancé en tant que freelance spécialisé là-dedans. C'est vraiment une super transition du coup, parce que c'est ça, les outils no-code, c'est vraiment la recherche de l'efficacité et de trouver des outils qui vont nous permettre de faire des choses assez simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut servir à tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un exemple du type d'accompagnement que tu proposes? Les types de process que j'automatise, ça va plutôt être tout ce qui est lié à l'admin, sales en général. Par exemple, tout ce qui est facturation ou un lead qui va venir de, par exemple, un outil comme Calendly, des outils de réservation de rendez-vous pour intégrer les informations intégrer les informations dans un CRM, ce genre de process-là. Et est-ce que ton expérience précédente, notamment dans le marketing, mais j'ai bien compris que tu avais un poste très polyvalent, t'est utile aujourd'hui pour ces accompagnements? Ça m'est utile pour en fait comprendre plutôt les problématiques business, vraiment avoir cette casquette-là, en plus du coup de la technique et de maîtriser les outils no-code tels que Make en l'occurrence. Donc ouais, ça me sert sur cet aspect-là. Absolument. Comprendre le besoin, c'est quelque chose de crucial. On va y revenir. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi tu as rejoint No Code for Good? Pourquoi tu es venu à notre communauté? Ouais, à ce moment-là, donc c'était septembre 2024 où je démarrais, je me lançais, je savais que je voulais faire ça à temps plein, comme je disais tout à l'heure. Et je me suis dit, je démarre de zéro. Quel peut être un bon moyen de me faire de l'expérience sur des projets concrets, etc. Et forcément, en parlant de no-code, je tombais sur No Code France, No Code for Good. Et je me suis dit, en fait, il y a des projets sur No Code for Good qui ont besoin d'aide, comme Beloop. Et donc, j'avais répondu donc, à la proposition de Virginie. On a échangé. Et puis après, on a lancé le projet et on a avancé. Absolument. Donc, du coup, on est ravis d'avoir Virginie avec nous aujourd'hui aussi.
Et c'est vrai, Virginie, que tu n'as pas le profil typique des fondatrices et des fondateurs qu'on a souvent sur No Code for Good, encore qu'en réalité, c'est extrêmement varié. Mais ce qui est vraiment très chouette dans ton parcours, c'est que tu es ce qu'on appelle une product person. C'est-à-dire que tu as une longue expérience dans le produit. Tu as travaillé pour Home Exchange, pour The Folk, pour Mythic. Tu es mentor aussi, je crois, à l'Avant-Garde, qui est un peu la crème de la crème des femmes dans le produit. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est vrai que nous, les personnes auxquelles on s'adresse, tant du côté projet, tant du côté buildeuse et builder, ne sont pas forcément des personnes qui ont justement des notions de produit, ou même d'ailleurs des notions de gestion de projet, mais notamment le produit, c'est quelque chose qui peut paraître un peu nébuleux, mais auquel finalement les personnes arrivent assez vite en fait et sont assez demandeuses de se former. Est-ce qu'on peut te demander à toi une petite définition de ce que ça représente et de l'intérêt que ça peut avoir aussi quand on est sur des projets qui mobilisent des outils no-code? Donc une définition du produit, de ce rôle-là, tu veux dire? Très bonne question. Je trouve ça jamais très simple à expliquer, mais en gros, le produit correspond à... Faut le voir comme une petite entreprise en fait. C'est la combinaison entre quel est le problème auquel je me confronte, quels sont les enjeux qui ont derrière ce problème-là et quelles sont les solutions que je vais trouver pour résoudre ce problème. En gros, ça commence par là. Donc, c'est un peu aussi quand tu veux créer une entreprise ou quand tu as une entreprise, tu te poses ce genre de questions-là. Et le produit, donc avec cet angle vraiment très digital, parce qu'il existe aussi plein de produits physiques, mais le produit digital, ça va être comment j'arrive à faire en sorte que cette solution que je vais donner, déjà, correspond bien aux problèmes, donc il faut être vraiment au cœur des attentes d'utilisateurs, au cœur de la data, voir un peu comment ça se passe, mais comment, du coup, ma solution peut engendrer de l'addiction, de l'engagement et faire en sorte que, finalement, répondre à un enjeu business, au final, une entreprise doit gagner de l'argent, doit être rentable, et c'est un peu ce que le produit va essayer de faire. Donc, je ne sais pas si ça ça peut aider à comprendre ce que ça peut être. Complètement. Et d'ailleurs, du coup, je passe au deuxième point que je voulais évoquer, parce que tu dis le produit, il s'agit de générer de l'impact, d'avoir quelque chose qui a du sens du point de vue business. Mais l'impact, c'est pas seulement l'impact financier finalement. Et toi, c'est notamment des questions que tu t'es posées, enfin probablement depuis longtemps, mais on va dire que depuis 2023, tu as fait un peu tu t'es consacré en tout cas à ces questions de l'impact en devenant notamment entrepreneur. Tu es passé donc par Ticket for Change. Dans le cadre de ton rôle de CPO, tu as donné du conseil de stratégie produit, par exemple, à Ma Petite Planète ou à Emmaüs Liberté. Je voulais te demander comment est-ce que toi, tu as entendu parler de No Code for Good et pourquoi est-ce que tu es venu à la plateforme il y a maintenant, je crois, quasiment 1 an, je me souviens. Oui. En me mettant dans le monde de l'entrepreneuriat et notamment à Impact, je me suis rapprochée de beaucoup de personnes. Je sais que la première année, j'ai beaucoup rencontré des gens, être à la connaissance des projets, fait des bootcamps, etc. Et en fait, alors je ne saurais pas te dire exactement qui m'a donné le nom, mais ça fait partie des discussions que j'ai entendues auprès de ces entrepreneurs-là qui avaient utilisé eux-mêmes des outils no-code et qui utilisaient la communauté No Code for Good. Donc moi, ça m'a intéressée à ce moment-là puisque j'ai toujours été adepte de tester rapidement des hypothèses, notamment en fait avec cette posture entrepreneuriale, et j'avais moi-même testé plusieurs outils, alors avec du WordPress il y a très longtemps, etc. Mais en fait, au moment de me lancer, je me suis dit tiens, je vais intégrer cette communauté et je vais commencer à poser mes questions parce qu'il y a sûrement plein de gens qui se sont posés les mêmes questions que moi. Et c'est grâce en fait à ces premiers échanges avec la communauté que j'ai choisi d'ailleurs Softer comme plateforme qui supporte Biloop aujourd'hui et Airtable et Make, etc. C'était toujours confirmer les choix. Et en fait, quand j'ai vu que sur notre code for good, on pouvait aussi déposer des projets, je n'ai pas hésité. J'ai déposé le besoin de Biloop. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir à entendre parce que côté produit, côté product manager, moi-même je suis product manager,
il y a beaucoup de PM qui s'intéressent pas forcément beaucoup au mouvement no-code. Or, c'est une communauté très riche, d'une part, avec beaucoup de personnes avec des profils très différents, très intéressants, mais aussi, clairement, les outils no-code, et notamment quand on est PM, en fait, ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Donc, on a l'impression aujourd'hui que beaucoup de PM découvrent ça avec du NU10 ou avec du Lovable, arrivent en fait aux outils no-code par là. Mais il y a beaucoup d'autres outils qui permettent de faire d'autres choses. Alors, justement, on va en parler aujourd'hui avec Beloop. Beloop, encore, c'est vrai qu'à No Code for Good, on a beaucoup d'associations. C'est pas le cas de Beloop. Qu'est-ce que Beloop exactement? Est-ce que tu peux nous le définir? Alors, figure-toi que ça a pas mal changé. Alors, on prononce Beloop parce que c'est un peu être dans la boucle, mais au problème. On a commencé, en fait, structure juridique vraiment pour tester l'appétence des parents pour passer des affaires trop petites de leurs enfants et pouvoir rentrer dans un système où finalement on n'achète plus, on ne vend plus, on consomme plus, on est dans un système de partage. Du coup, il fallait quand même qu'on fasse un POC. Et au moment où j'ai déposé le projet, effectivement, on n'était pas une association, on était une micro-entreprise que j'avais créée pour pouvoir faire des missions, moi aussi, en parallèle, en freelance. Et on est devenu association, figure-toi, il y a 1 mois maintenant. Donc, en fait, on a changé de cap. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de la mission, elle n'a pas changé. C'est juste qu'on a réalisé que comme on avait un angle très local, très humain, communautaire et solidaire, en fait, le statut de l'association était plus cohérent à ce moment-là. D'accord. Justement, on va revenir un peu sur ces questions de business model, d'autant plus qu'on va parler de monétisation aujourd'hui. Donc, Beloop, j'allais te poser la question. Donc, c'est être dans la loupe, dans la boucle. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les utilisatrices, les utilisateurs de cette plateforme? Oui, alors essentiellement des mamans. On a très peu de papas. Mais en gros, on s'adressait à des familles qui ont des enfants en bas âge, principalement de 0 à 5 ans, je ne sais pas si tu es maman ou s'il y a des mamans qui nous écoutent, ou des papas d'ailleurs, mais en gros, on rentre dans une boucle infernale où l'enfant grandit, on a besoin de choses, et puis on a besoin de se débarrasser de choses, parce que si tu habites dans une ville comme Paris, avec pas énormément de surface, à un moment donné, tes placards débordent, et tu as besoin de trouver une solution. Donc, on a essentiellement des mamans avec des petits bouts urbaines. Et en fait, aujourd'hui, comme on a un ancrage très local, on a commencé par là où on habite. Moi, j'habite dans le 17e, donc on a commencé dans ces quartiers-là. Et je suis avec une associée qui habite à Clichy. Donc, on est un peu dans le nord de Paris. C'est un peu diffus dans cette zone-là. D'accord. Alors, du coup, tu as parlé du pain point que vous cherchez à résoudre pour ces utilisatrices. Quelle différence, parce que c'est vrai que quand on lance un produit comme ça, on se demande toujours comment est-ce que nos users font actuellement, quoi. Quelle différence, que propose Beloop de différent ou de plus par rapport à un Emmaüs ou une recyclerie, ce qui serait, j'imagine, la solution pré-Beloop. C'est ça. Qui n'est pas incompatible en fait, parce que l'association, si on l'a en bas de chez toi, de chez soi, c'est parfait. En fait, nous, on est complémentaires par rapport aux solutions existantes. La solution de base, c'est j'ai ma sœur, j'ai ma cousine avec qui j'ai déjà une boucle, c'est pour ça qu'on parle de boucle, qui me donne ça, et puis j'ai des amis à qui je peux donner. Mais en fait, c'est jamais toujours le cas, parce que peut-être que tu n'es pas dans la même ville que tes amis, peut-être que tu as un enfant qui est né en hiver alors que celui de ta copine est né en été, c'est pas les mêmes affaires. Donc en fait, voilà, on se différencie des solutions existantes, donc non seulement par le fait que c'est une plateforme qui met en relation en fonction des besoins de tes enfants. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu ne scrolles pas de manière infinie et tu n'es pas perdu complètement comme sur Vinted ou Le Bon Coin avec énormément d'offres. C'est une offre de qualité qui est modérée par nos soins. C'est une offre qui correspond du coup aux besoins de tes enfants. Et nous, on va jouer la mise en relation et le matching des familles. Donc, si toi, tu as une petite fille de 4 ans, on va te matcher avec une famille qui ont une fille de 5 ans près de chez toi, et on va voir si la sauce prend. Mais en gros, on axe nos différenciations effectivement sur le côté très local.
ça doit être vraiment près de chez toi, auprès de tes voisins. Sur l'aspect très humain, en fait, ce qu'on adore, et c'est pour ça qu'on a choisi l'univers de l'enfant, c'est que ce petit jeu où ton enfant a passé des heures à rigoler avec celui-là, en fait, tu es trop contente de savoir qu'il ne va pas juste finir dans une benne derrière, ou tu es content de savoir que ça profite à un petit voisin du quartier. Voilà. Donc, il y a ce côté de matching qui est très fort pour nous. C'est-à-dire comment tu arrives à gagner du temps par rapport à ça. Et dernier angle d'attaque, c'est qu'il n'y a pas de transaction financière entre membres, contrairement à du Vinted. Et il n'y a pas d'envoi de colis. Donc, en fait, au niveau du rapport que tu vas avoir avec les gens et puis aussi de l'impact que tu as sur la planète, ça va être quand même bien. Vinted, c'est horrible parce que c'est déjà beaucoup mieux que d'acheter du neuf. Mais au moins, tu n'as pas tous ces colis qui traversent la France. C'est vraiment... en fait, on vit avec plein de gens autour de nous. Il y a forcément quelqu'un autour de toi qui a peut-être quelque chose qui peut te plaire. Donc, en fait, on part de cette promesse de ce trésor qui est caché quelque part, qui peut réilluminer les yeux des enfants. Donc voilà, on se positionne comme ça aujourd'hui. Et le statut de l'association, particulièrement parce qu'on organise aussi des événements. Donc, on va avoir un angle physique et digital parce que les mamans aiment bien se rencontrer, mine de rien. Et que parfois, c'est le moteur aussi pour recréer du lien et arrêter d'être juste une nappe de plus. Très, très intéressant. C'est vrai que j'avais en tête plus une marketplace. Je ne voyais pas forcément le côté matching et communauté. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, vous êtes donc à Paris, si je comprends bien. Il y a un projet pour essaimer ou pas? Oui, et justement, le fait d'être une association va pouvoir s'appuyer sur notre communauté. Donc, on a des mamans qui ne sont pas forcément dans la zone où on est, qui commencent à distribuer des flyers pour nous et qui sont prêtes à mettre leurs dons déjà sur la plateforme et en parler autour d'elles. Donc, pour nous, ça va être la viralité qui va nous permettre d'essaimer ça dans différents quartiers de Paris et même au-delà. D'accord. Alors, si on parle de la data, 2 minutes, du coup, aujourd'hui, il y a combien de personnes, j'ai quasiment envie de dire, il y a combien de mamans inscrites, hein, on peut universaliser, combien d'adhérentes et combien de dons. Donc, quand je parle des dons, on va revenir là-dessus, et en plus, d'autant plus avec notre sujet d'aujourd'hui de la monétisation, c'est un concept important. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu la data ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vraiment le tout début. Hein. On a un peu plus de 500 familles qui sont inscrites. On doit avoir une 50aine de personnes qui ont payé l'adhésion. Et on a plus de 3000 articles qui sont publiés sur la plateforme. Donc, en fait, on a pas mal de dons déjà, essentiellement du coup sur les âges que j'ai cités tout à l'heure, 0,5. Et ce qu'on fait aussi, c'est que... 3000 dons et on a environ 300 articles qui sont échangés. Donc, je crois que c'est plus autour de 400 maintenant. Voilà, c'est le début. Et ce qu'on aime bien faire aussi, parce qu'on parlait de la boucle tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de lots qui ne trouvent pas preneur et au bout d'un certain moment, on propose de les redistribuer à des assos. Donc, en fait, on a aussi 150 articles qui ont été redistribués à des assos. C'est que le début, mais on construit un partenariat avec d'autres associations à qui ça pourrait servir. D'accord. Donc, vraiment très intéressant, en tout cas, cette communauté de parents. Alors, j'ai des questions sur un peu le modèle économique, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. Peut-être passer d'abord directement à votre collaboration, en parler un peu plus. Donc, avec Alexandre, c'est vrai que souvent, les projets qui viennent et qui s'inscrivent, qui proposent une mission sur No Code for Good, ils sont contactés par plein de buildeuses ou de builders. Bonjour Xavier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Mais dans le cas de Biloop, en fait, Alexandre, tu as contacté Virginie et puis j'ai l'impression que vous vous êtes tout de suite mis d'accord. Donc, tu n'as pas eu d'autres demandes, Virginie, ni besoin d'autres demandes. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé avec ce projet quand tu as vu la mission? Qu'est-ce qui t'a intéressé? C'était quoi la mission et qu'est-ce qui t'a intéressé? Eh bien, ouais, déjà le projet, comme a pu en parler Virginie, le projet en soi, et aussi, comme je disais, moi, c'était le début et j'apprenais aussi à maîtriser les outils no-code tels que Airtable, Make, et je voyais que c'était justement dans l'annonce, dans sa demande, je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour avoir un projet concret et monter en compétence sur ces outils-là. Donc, oui, j'ai dû postuler, je sais pas, 24 heures après ou 48 heures après avoir vu l'annonce. Pareil, Virginie, tu m'as répondu assez rapidement. On s'est prévu
un call de 30 minutes, on a échangé, on a vu comment on pouvait avancer ensemble. Et puis après, c'est parti. Super. Alors, Virginie, est-ce que tu peux nous décrire cette mission que tu as amenée à No Code for Good? Je crois qu'aujourd'hui, il va être question de fonctionnalités de paiement, et de photos. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu es venu sur No Code for Good, c'est quoi la mission que tu as proposée? C'était quoi le problème que tu avais besoin de résoudre et qu'est-ce que tu recherchais comme aide? Oui. Alors, comme je disais avant, j'ai commencé du coup à m'auto-former sur le no-code. J'avais commencé à faire quelques automatisations, mais super basiques. Donc en fait, j'ai vu que mes connaissances devenaient vite limitées et par rapport à un volume de dons à traiter, par exemple, qu'on doit modérer, je faisais tout à la mano. Donc en fait, il y avait cet enjeu de comment j'arrive à automatiser un maximum de tâches opérationnelles. Donc c'était ça l'enjeu principal de la demande sur No Code for Good. Et pour entrer dans les détails, il y avait à ce moment-là le fait de traiter l'image, de la rendre plutôt clean, jolie, sans fond, et d'utiliser cette image-là aussi bien sur le site que pour nos newsletters. Donc c'était l'enjeu numéro 1. Et l'enjeu numéro 2, c'est qu'on voulait tester la monétisation à l'époque et qu'on a plugué avec Stripe, mais je voulais du coup lier Stripe à ma base de données utilisateur Airtable et mon outil de SCRM pour pouvoir justement prévenir en direct et confirmer l'achat, par exemple. Ça peut paraître vraiment très banal, mais ces automatisations, elles ne sont pas faites en un claquement de doigts. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à gagner du temps là-dessus, parce que je n'avais pas forcément ce temps-là de dispo. Alors, on va rentrer dans le détail des outils. On va voir notamment les démos parce que c'est toujours très chouette de regarder ça concrètement. Mais peut-être juste avant, pour que tout le monde ici comprenne bien le cas d'usage, quand tu parles de gagner du temps, de simplifier, donc si je comprends bien, c'était toi le traitement en interne. Donc, si on prend le cas, par exemple, mettons que je suis une maman et que ma fille ne veut plus de sa collection de Ninja et que donc je veux donner sa collection de Ninja, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en interne ce que ça supposait pour toi et comment tu avais besoin de gagner du temps, sur quoi exactement? Eh bien, toi, tu vas prendre la photo des ninjas de ta fille et tu vas créer une annonce sur Biloop que je vais recevoir, moi, dans Airtable. Donc, en fait, moi, je vais devoir vérifier que les informations sont correctes. Je vais devoir valoriser ton lot en Loopies parce qu'on a une monnaie interne d'échange qui permet justement aux gens de pouvoir que je te valorise, que je te récompense par rapport à l'effort que tu as fait, mais aussi que toi, tu puisses à ton tour récupérer des affaires d'enfants sans dépenser de l'argent. Et puis, en fait, cette fameuse photo que tu vas prendre, tu vas peut-être la prendre, il fait sombre, tu l'as fait sur ton canapé, il y a des miettes de cookies à côté. Bon, bref, tu vois, il faut que je la retravaille un petit peu. Donc, moi, je détourais, je le compressais, je le mettais avec des petits fonds pour la newsletter. Et en fait, tout ça, si tu as une photo à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Si tu en as un sacré paquet, en fait, c'est pas une action sur lesquelles j'apporte beaucoup de valeur ajoutée. Mais toi, maman qui a posté ton don, tu aimerais bien que je réagisse vite et que je te dise ton don est en ligne. Donc, tu as envie aussi que ça soit réactif de ton côté. Donc, voilà les enjeux qu'il y avait. D'accord. Et en ce qui concerne le paiement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Parce que là, je pense qu'il faut qu'on rentre un peu plus dans le business model pour que tout le monde comprenne bien, parce qu'on parle de dons, mais on parle de Loopies. Donc, en fait, vous avez créé une monnaie. En même temps, on est en train de parler d'échange. Il est question de paiement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, donc ça a vraiment beaucoup évolué. On a testé plein de business models depuis qu'Alexandre est là, mais en gros, aujourd'hui, on est sur le système de l'adhésion. Donc, en fait, si tu t'inscris à Biloop, c'est gratuit. Tu gagnes des premiers Loopies pour tester le principe avant de pouvoir t'engager. Et puis, tu peux t'engager soit sans rien payer, c'est-à-dire que tu contribues à l'offre de Biloop en mettant tes dons. Et puis, plus tu vas donner à une famille, plus tu reçois des crédits, donc on appelle des Loopies, plus tu vas pouvoir recevoir à ton tour. Donc ça, c'est vraiment la partie gratuite. Et puis, on a du 30, 50 et 100 euros d'adhésion donc pour contribuer aux frais de l'asso. Les 30 euros te donnent droit à un certain nombre de Loopies, 300, et te donnent aussi le droit de participer à des événements en physique. Le 50 euros, ça va nous permettre de faire des kits d'ambassadrices aussi pour les personnes qui ont envie de s'engager un peu plus dans l'asso.
leur envoyer et de chouchouter un peu nos ambassadrices. Et puis le 100 €, c'est si tu veux l'offrir à une autre famille qui en a besoin. Donc ça, c'est les différents pricing, si tu veux, que tu peux trouver sur Biloop. D'accord. Donc, ouais, vas-y, je t'en prie. Non, donc, et pour proposer la monétisation, on a dû choisir un outil externe qui s'appelle Stripe. Mais Stripe, si tu ne le connectes pas à toute la base que tu as, en fait, il va tout seul de son côté et toi, tu vas devoir à la mano dire bon, merci pour ton paiement, j'ai bien reçu, etc. Donc, il y avait trop d'enjeux justement de faire ces connexions avec la base de données et aussi avec notre base CRM pour le faire à la main. Trop d'erreurs possibles aussi. Donc, c'est pour ça que c'était le premier scénario auquel s'est attelé Alexandre. D'accord. Donc, ce Stripe pour l'adhésion. Eh bien, je propose que du coup, on aille directement dans les démos. Je pense que s'il n'y a pas encore de questions, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on rentre dans les démos, qu'on regarde un peu concrètement comment vous avez fait ça. Alexandre, tu peux nous expliquer un peu ce que tu as mis en place, comment tu l'as fait. Et puis, moi, j'aurai plein d'autres questions après, mais allons dans la démo. Allez, ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais partager mon écran. Normalement, ça devrait arriver. Est-ce que vous voyez bien? Oui, tu peux peut-être zoomer un tout petit peu. Ouais, c'est un peu mieux. Parfait. Ok. Donc, comme on disait, donc deux scénarios, donc un en test, un en prod, donc un sur la partie paiement, un sur la partie gestion des photos. Je vais peut-être commencer du coup par le premier, sur la partie paiement. Donc ça, c'est 4 scénarios que tu as fait sur Make pour Biloop, Alexandre, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Et donc, moi, je faisais mes tests sur un scénario, et une fois que donc on validait, qu'on pouvait le passer en production, je le dupliquais, je changeais du coup tout ce qui est authentification, etc. Et pour avoir un scénario après qui tourne en production, en fait. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble du coup la partie souscription d'abonnement, parce que à l'époque, alors je sais pas du coup s'il y a eu, comme tu dis, plusieurs changements de business model entre-temps, mais à l'époque où j'ai travaillé dessus, il y avait 2 abonnements à distinguer, un de 3 mois et un de 12 mois en fait. Et donc pour rentrer dans le détail de ce que fait ce scénario, c'est qu'il va se déclencher lorsqu'il y a un paiement d'un des 2 abonnements. Ensuite, on va venir récupérer du coup l'email. Si je rentre un peu plus en détail, voilà, avec une formule, on va vouloir donc extraire le fait que l'email du client sur Stripe, voir s'il existe dans la colonne qui est email dans la base de données, en gros, pour résumer. Et là, il y a 2 choix possibles en fait. Si l'email n'existe pas, donc grâce à un filtre, et en fait, on va venir le créer avec ces informations qui nous proviennent de Stripe, et également le créer donc dans Brevo, qui est l'outil d'emailing qu'utilise Virginie. Et à l'inverse, s'il existe déjà, eh bien, on va venir mettre à jour par rapport au nombre de loopies. On va lui assigner un statut de membre. Si le montant est alors sur Stripe, c'est pas 15 €, mais 1500 du coup. Donc si c'est 1500, on va lui assigner l'étiquette en gros membre payant 3 mois. Par contre, si c'est 4900, donc 49 €, l'abonnement de 12 mois, on va lui afficher une autre étiquette, membre payant 12 mois. Et on va lui assigner aussi ici un nombre de loopies. Donc si c'est l'abonnement à 15 €, on va lui ajouter en fait à sa cagnotte 20 loopies. Et si c'est l'abonnement à 49, on va lui assigner 60 loopies. Donc voilà. Quand tu dis assigner, je t'interromps une seconde. Quand tu dis assigner, ça veut dire tu récupères en fait. Derrière, tu as Airtable qui est ta base de données. Et donc, tu récupères des propriétés qui existent dans Airtable, c'est ça? C'est ça, ouais. En gros, ça doit être dans Airtable un single select, donc un moyen de mettre un tag, on va dire. Et donc voilà, donc si c'est l'abonnement à 15 €, le tag membre payant de 3 mois, et par contre, si c'est 49 €, le tag membre payant 12 mois. Et donc pareil, après, venir
autant pour moi. Et donc après, venir mettre à jour aussi le contact dans Brevo, dans l'outil d'emailing. Donc voilà à quoi il ressemble. Plutôt simple en apparence comme ça, mais qui du coup résout un gros problème de Biloop qui peut maintenant du coup monétiser son activité. Simple, mais une fonctionnalité vraiment cruciale, le paiement. Et puis, bon, avec les automatisations, c'est ce qu'on voit à chaque fois pendant ces démos. Tout est dans les détails, en fait. Et les détails sont vraiment très importants pour que on obtienne ce qu'on veut et que ça marche bien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas, il est pas raccroché à Softair, là, d'aucune manière? Ouais, je ne sais pas si tu veux répondre, Virginie. En fait, pardon, on ne le voit pas ici dans Make, mais dans Softair, tu fais appel à l'API Stripe et c'est Softair qui fait directement le lien. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer vers la bonne page de paiement et ensuite le paiement est fait sur une interface finalement qui est une sorte d'iframe finalement dans le site. Enfin, c'est pas vraiment une iframe, je pense que je n'utilise pas le bon terme, mais en gros, le paiement Stripe ne retourne pas dans Softair. Il faut justement aller le capter et le réintégrer dans notre base de données. D'accord. Et pour répondre à la question d'Olivier, que je vois si la personne existe mais utilise un autre email, effectivement, on ne l'a pas traité. Je sais que Brevo, par exemple, va juste updater, va juste créer un autre compte. On demande le numéro de téléphone également, et là, pour le coup, il va bugger. C'est-à-dire que si tu as le même numéro de téléphone et 2 emails adresses, il ne va pas te créer un nouveau. Donc, c'est là où on va avoir un rapport d'erreur et qu'il faudra qu'on se rapproche de l'utilisateur, mais on n'a pas eu ce cas-là jusqu'à présent. À part dans nos tests. D'accord. Ce que je pensais faire du coup, c'est même pourquoi pas simuler un paiement en mode test et voir ce qui se passe aussi dans Airtable, si ça peut intéresser. Génial. Comme ça, on voit vraiment concrètement tout le flow. Aller au bout des choses. Donc là, il est activé, donc ça devrait fonctionner. Donc là, je suis dans Stripe avec, donc, comme je disais, les 2 abonnements. Celui à 49 €, celui à 15 €. Et si, par exemple, je prends, donc j'ai copié l'URL du payment link, ils appellent ça, de l'adhésion à 15 €, et que je me rends dessus. Donc ça, c'est ce que verrait vraiment une personne qui veut adhérer donc, pour 3 mois à Biloop. Et donc ce que je vais faire, c'est par exemple, donc, je vais renseigner les informations. Voilà. Et donc à partir de maintenant, donc si je fais. Là, pour le coup, je suis sur Softair. Là, du coup, ça c'est ce que tu disais, l'extension. Là, c'est vraiment Stripe, mais du coup, qui est relié à Softair, Virginie. D'accord. Alors, j'explique juste pour les personnes qui ne sont pas très familières des outils no-code. Ici, on a plusieurs briques. Donc, on a Softair qui est en fait l'outil qui a été utilisé pour fabriquer le site. On y reviendra, Virginie, petite question là-dessus. Donc, c'est vraiment cet outil-là qui sert à fabriquer ce site. Et donc, ensuite, les différentes briques dont on a parlé, c'est Stripe qui permet le paiement, Make qui est juste un outil pour connecter en fait des solutions entre elles. Et puis, on a parlé de Airtable qui fonctionne comme une base de données qui est derrière Softair. D'ailleurs, Quentin, tu pourras peut-être nous parler un peu de ça, parce que maintenant, Softair a un peu changé là-dessus. Mais donc, Airtable, qui est un autre outil qui est derrière et qui contient les données. Voilà, je voulais juste faire ce petit point parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc là, on te suit, Alexandre, donc paiement. Ouais, et donc comme je disais, donc là, je vérifie juste que du coup, il est bien activé. Donc, au moment où je vais cliquer sur, c'était ici, payer et s'abonner. Ok, donc merci pour l'abonnement. Ce qui fait que si je retourne dans Make, voilà, on peut voir donc la run du jour, donc événement qui s'est déclenché, qui a bien été détecté donc sur un checkout session completed. C'est le type d'événement. On peut en cocher plusieurs, ça, dans Stripe, pour information. Ici, c'est venu donc grâce à la formule dont je parlais tout à l'heure, en gros, récupérer mon email et voir si ça match dans ma colonne dans Airtable. Là, en l'occurrence, mon
l'adresse email du coup n'existait pas. Donc, il est venu créer le record en question dans Airtable. Et donc, si je me rends normalement dans All User, j'ai bien du coup mon mail, mon prénom-nom ici, le statut de membre, comme je disais, qui a été ajouté automatiquement, et aussi le membership, membre payant 3 mois. Voilà. Donc, il doit même y avoir le nombre de loupies dont je parlais tout à l'heure, les 20 loupies qui ont été ajoutées à ma ligne dans Airtable. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour en tout cas cette automatisation. Et après aussi dans Brevo, mais je peux pas montrer l'interface de Brevo parce que là sur Airtable j'ai pu cacher les données, mais sur Brevo je pouvais pas. Donc, en tout cas, ça a créé aussi le contact côté Brevo et ça m'a assigné. J'étais pas rentré dans le détail, mais ça m'a assigné aussi un système de tag, avec membre payant. Donc encore une fois, distinguer l'abonnement de 3 mois et l'abonnement de 12 mois. Donc voilà pour cette automatisation. Effectivement, Brevo, c'est la brique que j'ai oublié de mentionner, qui est un outil qu'on raccroche encore à tout ça et qui permet de gérer l'envoi de mails, l'envoi de newsletters. Donc, comme toujours avec les outils no-code, en fait, on est sur ce qu'on appelle quelque chose de modulaire, où en fait, on va utiliser plusieurs outils qu'on va connecter entre eux. On a une question là d'Olivier sur les règles RGPD. Je la mets là. Oui, vu. Alors déjà, oui, pour le numéro de téléphone, Olivier, on a un préformatage de numéro qui est fait par Stripe ou par Software. Du coup, c'est toujours le même format. Après, on ne vérifie pas effectivement si c'est portable ou fixe. Donc, on n'est pas non plus des experts en sécurité dans ce sens-là, en sécurité pour voir si c'est un compte qui est doublon ou pas. Pour les règles de RGPD, on a mis très récemment du coup le consentement. Et pour le coup de la base de données qui est stockée par Airtable et du coup a priori hors Europe, pour l'instant non, c'est pas un souci pour l'assaut. Encore une fois, on est au tout début, donc en fait on s'efforce d'être au maximum clair, en tout cas en termes de nos activités et le plus safe possible pour nos utilisateurs. On n'est pas encore peut-être, médaille d'or de toutes ces règles-là. Mais qu'il est, j'ai envie de dire qu'il est. Donc, du coup, Alexandre, est-ce que tu veux nous montrer les autres scénarios ? Ouais, et je me permets de préciser, vu qu'on est sur celui-là aussi, que donc ça c'est la version sur laquelle j'avais travaillé donc au mois d'octobre, il me semble, Virginie, si je dis pas de bêtises, et que toi de ton côté aussi, tu as su du coup le faire évoluer, ce scénario, le scénario en prod qui ressemble pas à celui-là, du coup. Tu as su faire toi derrière en autonomie, c'est ça que je veux dire, des améliorations. Ouais, c'était ça aussi le côté super chouette de la collaboration, c'est que on apprend ensemble et moi du coup j'ai pu itérer sur oui, ça donne ça maintenant. J'ai pu itérer sur le scénario d'Alexandre pour quand moi j'avais envie de faire bouger finalement l'adhésion. On a fait des cartes cadeaux, on a fait d'autres choses à côté pour tester des modèles et du coup c'est très moche mais ça marche. Et ça, c'est vraiment fabuleux à entendre parce que c'est exactement ce qu'on apprécie à No Code for Good et c'est la beauté des outils No Code aussi. L'idée, c'est que notre communauté solidaire de buildeuses et de builders, elle peut aider des personnes à monter en compétences et donc la logique, c'est pas du tout, après vous pouvez demander un coup de main, mais c'est pas forcément de venir pour qu'on fasse les choses pour vous, mais pour que vous appreniez à les faire et que vous puissiez ensuite devenir autonome, indépendant. Donc Virginie, je pense que maintenant tu es devenue buildeuse toi-même. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur comment tu as complexifié l'automatisation là, qui je vois a plein de pattes maintenant? Oui, effectivement, je veux bien que tu zoomes parce que du coup, je l'ai fait il y a un petit moment. Donc, en fait, on retrouve les 2 briques d'Alexandre. C'est juste que le pricing avait changé et qu'on n'est plus l'adhésion à la saison ou à l'année. On a sur du 30 et du 50 €. Du coup, j'avais juste updaté certaines informations qu'on va ajouter au profil de l'utilisateur, à savoir le nombre de loupies. Et je crois que les 2 du milieu, ça doit être les cartes cadeaux. Alors, attends, il faut que je zoome parce que je me souviens... C'est ça, hein? Non, c'est de l'achat des loupies.
On a des familles qui n'avaient pas forcément énormément de choses à donner, mais qui avaient envie de rentrer parce que c'est leur premier enfant, par exemple, et que l'enfant est tout petit. Et du coup, on avait donné l'occasion d'acheter quelques Loopies pour compléter la différence si besoin. Donc voilà, si jamais le paiement vient de la page d'achat des Loopies, alors il rentre dans une autre... il est bien orienté par le routeur et du coup, il a le bon statut dans Airtable. Donc, on va avoir le statut membre payant, on va avoir le statut acheteur de Loopies. Et le dernier, c'est l'acheteur de la carte cadeau, du coup, qui est aussi un paiement finalement, mais qui n'a rien à voir avec les deux autres. Et du coup, à chaque fois, il y a deux lignes parce qu'il y a soit l'utilisateur est nouveau et je lui crée du coup sa ligne dédiée dans Airtable et dans Brevo, soit il est déjà existant et je le mets à jour. D'accord. Donc, du coup, cette fonctionnalité de paiement, ce n'est pas seulement les adhésions, c'est aussi de pouvoir acheter des Loopies. Et il y avait un troisième point aussi qu'on peut... C'est quoi le troisième point? Les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, exactement. Acheter des Loopies, acheter des cartes cadeaux, adhérer. Donc, tout ça qui nécessite du paiement. Super. Ben, franchement, c'est vraiment impeccable de voir comment on peut mettre en place une fonctionnalité comme ça avec des outils no-code. Est-ce qu'on va faire un tour du côté des photos? On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on a encore le temps d'aller voir les photos? Rapidement, ouais, je vais rentrer dans celui-là. Donc, je ne vais pas réexpliquer le process en entier, tu en avais parlé tout à l'heure, mais donc là, en gros, je vais venir récupérer. Donc, je vais simuler par exemple, c'est quand on est sur le site web de Biloop qui est ici, et que ici, dans Échanger, proposer un don, et qu'en fait, on va remplir ce formulaire au fur et à mesure, donc venir ici intégrer les photos en question, des jouets, des vêtements, etc. Et une fois qu'on soumet du coup une réponse à ce formulaire-là, la réponse va arriver ici dans Airtable, dans la partie don. Voilà, donc là, j'ai un don d'exemple. Et ce que l'automatisation va faire, c'est que lorsqu'il y a une ligne qui est créée dans la base de données, ça va récupérer les informations de la ligne en question. Après, il y a un peu on va dire, de formatage de données. Et ici, en fait, entre là, l'itérator et là, ici, en fait, peu importe le nombre de photos que la personne va mettre, 2, 3, 5, 10, en fait, ce qu'on va faire en boucle, c'est qu'on va venir enlever le fond de la photo grâce à ce module-là, Remove Background. Et après, ça, c'est en gros un appel à l'API de TinyPNG pour ensuite venir réduire la taille, le poids de la photo. Et ensuite, derrière, donc, récupérer toutes ces nouvelles photos, les télécharger et les stocker dans un fichier Google Drive et informer du coup par email Virginie et Cyrielle que du coup, il y a un nouveau lot à traiter et que les photos sont prêtes à être valorisées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment impeccable. C'est-à-dire que Virginie est venue vers toi en te disant « j'en peux plus de ce casse-tête des photos là qu'il faut cleaner, etc. » Et toi, comment tu as fait, Alexandre, pour faire ce scénario-là? C'est des scénarios qui existent, tu t'es renseigné pour voir ce genre de scénario. Comment tu as fait? Beaucoup d'itérations. D'ailleurs, si ça peut aider d'autres... product builder freelance sur Make, c'est que comme je démarrais aussi, je disais, et je suis monté en compétences, j'avais pas beaucoup d'expérience à ce moment-là, c'est que j'ai pas passé assez de temps à me poser et à mapper vraiment le process et les outils et les étapes par lesquelles j'allais passer. Je suis allé directement dans Make, ce qui est pas ce que je recommande du coup maintenant. Mais du coup, j'ai pas mal itéré sur Make, fait beaucoup de tests. Je suis allé chercher donc, justement quel type d'outils pouvait permettre d'enlever le fond de l'image, comment réduire la taille. Donc, je suis tombé sur ces deux outils-là à ce moment-là. Et donc, après, j'ai itéré jusqu'à arriver à cette solution-là, du coup. D'accord. Et toi, Virginie, c'est quelque chose auquel tu as contribué. Toi, tu avais juste l'intuition que là, il y avait un casse-tête dont tu pouvais te débarrasser, ou tu avais des idées aussi sur comment on pouvait automatiser ce processus? Alors là, j'ai pas eu du tout d'idée. Effectivement, j'avais vu quelques outils d'Adobe et Remove Background qui est payant pour répondre à une question en fonction des crédits que tu utilises. Donc non, là, j'ai laissé complètement faire Alexandre parce que là, j'avais aucune compétence pour l'aider là-dessus.
D'accord. Et aujourd'hui, du coup, l'automatisation, j'imagine que maintenant, c'est une automatisation que tu comprends. Est-ce que est-ce que tu interviens dessus pour faire des mises à jour ou pour la faire progresser, ou est-ce que là, c'est quelque chose où tu vas plutôt avoir envie d'avoir de l'aide, encore une fois? Je pense que pour celle-ci, j'aurais plutôt tendance à demander de l'aide parce que là, on rentre vraiment dans du code. Il y a pas mal de branchements à faire de partout. Je la considère comme assez complexe, même si super utile. Donc effectivement, je n'ose pas trop la toucher celle-là. D'accord. Très, très intéressant. On voit que les automatisations, il y en a des simples et puis il y en a des plus complexes. Alexandre, comment est-ce que tu as documenté tout ça pour que Virginie sache justement qu'est-ce qu'elle a dans son placard, et aussi que si elle fait intervenir quelqu'un d'autre, la personne puisse s'y retrouver? Ouais, bien sûr, pas mal de. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, on collaborait à un rythme, on va dire, une demi-journée par semaine, à peu près. Et en gros, moi, le vendredi, en fin de journée, j'enregistrais mon écran et je parlais du coup de ce que j'avais fait sur cette demi-journée-là, dans la semaine, ce sur quoi j'avais bloqué, ce sur quoi j'avais avancé, quelles étaient les prochaines étapes, etc. Donc, je la tenais au courant grâce à ces vidéos-là. Et aussi, en fin de projet, j'ai des types de vidéos où vraiment je me pose et j'explique on va dire quelque chose de plus spécifique. De mémoire, je t'avais montré aussi comment appeler un webhook dans les automatisations dans Airtable. Et donc comme ça, au moins, elle a du coup une vidéo dédiée, des explications. Je partage mon écran, elle voit par quelles étapes je passe. Donc après, c'est plus clair, j'espère en tout cas, et elle a les éléments pour améliorer derrière. Et à partir de ça, Virginie, est-ce que toi, tu as établi une documentation ou pas forcément? Non, on n'est pas bons élèves là-dessus non plus. D'accord. On a le flow utilisateur, on a par quel outil on passe, etc. Mais on ne rentre pas dans ce niveau de détail. On a encore juste 2 sur le projet. Et du coup, s'il y a des questions, je réponds ou je ping Alexandre en disant « Tu te souviens de ça ?» Non, ça arrive peu. Mais en gros, non, on n'est pas encore à ce niveau-là. D'accord. Alors, de toute façon, la question de la documentation, c'est une question cruciale pour tout le monde, et c'est généralement le dernier truc qu'on a envie de faire et qu'on fait généralement quand on en a besoin, parce qu'il y a toujours un moment où on finit par en avoir besoin. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que tu disais, Alexandre, que tu as travaillé une demi-journée par semaine, enfin un après-midi par semaine. Est-ce qu'on peut retourner sur la liste des automatisations, et est-ce que vous pouvez tous les deux nous donner un peu une indication sur combien de temps il faut pour faire quoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, tant du côté des buildeuses et des builders que du côté des projets, de savoir avec ces outils-là, concrètement, qu'est-ce que je peux faire en combien de temps? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais j'ai plus en tête la temporalité exacte, mais celui-là, sur les photos, je me suis beaucoup cassé la tête. Comme je disais, encore une fois, je démarrais aussi à l'époque, donc j'ai mis, je pense vraiment en jours passés dessus, peut-être une bonne semaine, voire un peu plus peut-être, entre 7 et 10 jours, là où l'automatisation précédente, c'était beaucoup moins de jours, beaucoup plus simple. Celle sur les paiements, tu dirais que c'était combien de temps? En cumulé, 2 jours, 3 jours peut-être. 2 jours, d'accord. Alors aussi, comme tu le disais toi-même, Alexandre, tu es monté en compétence, et c'est vraiment aussi notre objectif à No Code for Good, de donner l'opportunité à des buildeuses et à des builders soit de se lancer dans leur activité, soit de monter en compétence sur des nouveaux outils, par exemple. Aujourd'hui, avec le recul, maintenant, tu as beaucoup plus d'expérience, tu passes ton temps à automatiser pour tes clients. Tu dirais que ces 2 automatisations, tu dirais que ça représente combien de temps de travail pour une buildeuse ou un builder qui a déjà un peu plus expérimenté, qui connaît les outils et qui est un peu plus expérimenté? Et est-ce qu'on peut répondre à cette question? Parce qu'il y a aussi une partie qui est que c'est un nouveau scénario, donc sauf si on trouve le scénario dans une bibliothèque Make ou qu'on la trouve quelque part,
il y a un moment où il faut vraiment réfléchir sur Virginie, en gros, elle a besoin de ça. Il faut que je conçoive un scénario qui réponde à son besoin. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous répondre là-dessus en dehors de la prise en main de l'outil, on va dire que maintenant, tu es expert Make. Combien de temps est-ce qu'il faut pour ce genre d'automatisation aujourd'hui? Là, avec l'expérience, par rapport à ce que j'ai pu dire en termes de jours, peut-être 2 fois moins, allez. Mais ce qui était complexe, c'est qu'en fait, on n'a pas automatisé en fait un processus qui existait. On partait de zéro, on avait une idée. Et donc, ce que je disais au début, en fait, fallait déjà la poser sur le papier, voir par quelles étapes on passait, via quels outils. Enfin, il y a vraiment eu, avant, en fait, de mettre le nez dans le Make, comme j'ai pu montrer, un travail en fait de recherche et de comment ça allait se réaliser concrètement. Donc, il y avait déjà un travail en amont à faire. Virginie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a des scénarios où tu cherches sur Google, tu cherches sur des forums et tu le vois tout de suite et tu te dis, bon, allez, je copie-colle et c'est bon. Celui-là, c'était plutôt costaud. Donc moi, beaucoup de persévérance de la part d'Alexandre, donc ça, c'était trop cool. Et ouais, il faut essayer d'imaginer, de tester des outils, ça marche pas, du coup tu vas en tester un autre, etc. C'est vraiment l'itération. D'accord. Alors justement, on boucle un peu la boucle et on arrive malheureusement à la fin de notre temps. Donc je vais pouvoir vous demander de conclure tous les deux, mais ce que je voulais juste dire, c'est que c'est là qu'on revient au produit en fait. C'est-à-dire que la question souvent, c'est avant de se lancer dans un truc, de se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire avant et à partir de là, déboucher sur le comment et parfois c'est ça le plus dur en fait, de savoir ce qu'on veut et de savoir à quoi ça sert avant de trouver comment le faire. Alors du coup, je vais vous demander tous les deux de nous dire un peu, toi peut-être Alexandre, est-ce que tu peux nous dire si tu recommandes à d'autres buildeuses, d'autres builders de venir participer, de venir aider des projets sur No Code for Good, et quels conseils est-ce que tu donnerais tant du côté buildeuse-builder que du côté projet? Effectivement, de pas hésiter, et en tout cas, si je me projette, il y a quelques mois, bientôt 1 an en arrière, pas hésiter à vouloir, monter en compétence aussi bien côté builder que asso, projet, parce que déjà, en plus, on rencontre des super personnes et un projet qui se déroule super bien, donc c'est cool, et une bonne montée en compétences, comme on disait, aussi bien en tant que builder, mais même Virginie, comme je disais, qui a pu aussi améliorer derrière le scénario, et donc de l'autonomie aussi côté projet. Super. Et toi, Virginie? Ouais, carrément. Moi déjà, je suis avec un sentiment de gratitude extrême pour No Code for Good parce que j'ai pu vraiment me débloquer et apprendre aussi. Je pense que c'est hyper important quand on met le nez dedans d'être entouré d'une communauté pour pouvoir poser des questions, se faire challenger, etc. Et si j'ai un conseil aussi, plutôt côté client entre guillemets, ou la personne qui va demander à No Code for Good du coup des éléments pour améliorer l'automatisation, c'est de ne pas chercher la perfection tout de suite. C'est vraiment la démarche produit, comme tu disais Angéline. Commencer petit pas par petit pas, et parce que dès qu'on ouvre la boîte de Pandore de toutes ces automatisations, je vais faire ci, ça avec l'IA, on a envie de faire tout comme ça avec juste un prompt. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Faut y aller progressivement, et l'automatisation qu'a faite Alexandre, c'est pas forcément celle que j'avais en tête, à savoir, moi j'aurais trop aimé que ça revienne dans l'Airtable, etc. Mais en fait, c'est très bien comme ça, ça fait gagner quand même du temps en l'état. Donc, il ne faut pas chercher la perfection, il faut chercher qu'est-ce qui peut déjà apporter de la valeur avec un minimum d'effort, et on continue comme ça. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je pensais, et avant d'automatiser, faire les choses manuellement d'abord, parce que parfois on a tendance à se précipiter sur l'automatisation pour des choses qu'on n'a même pas fait manuellement. Donc, automatiser, oui, mais des choses qui marchent déjà manuellement. Donc, merci beaucoup Virginie pour
pour ce rappel, donc j'imagine que toi, tu recommanderais aujourd'hui No Code for Good à d'autres porteuses et porteurs de projets. Et ben voilà, Quentin est revenu et du coup, Quentin, on va te redonner la main. Jack, et oui, c'est la fin du live. Merci à Virginie et à Alexandre d'être présents aujourd'hui pour partager votre expérience. On espère que le meilleur pour le projet Biloop et aussi Alexandre pour tes prochaines missions. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau projet qu'on va venir présenter sur cette plateforme, le live de No Code France. Donc on remercie aussi No Code France, je le rappelle, de permettre à des assos et à des freelances et à n'importe qui de pouvoir partager leur expérience autour d'un live qu'ils vont pouvoir organiser. N'hésitez pas, encore une fois, à adhérer à No Code for Good, mais aussi à adhérer à No Code France. On a besoin les deux assos ont besoin de force pour continuer à faire des projets trop cool et passer une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.